Masechet Shabbat, Daf, Aïn Dalet, on va commencer par Aïn Gimel Amud Bet, les 5 dernières lignes. Vehadash. Alors, la Gemara va développer notre Mishnah où on a énuméré les 39 travaux interdits le jour du Shabbat. Comme on l'a déjà vu, que la Torah nous a interdit d'effectuer des melachot qui correspondent aux 39 opérations qui étaient nécessaires pour la construction du Mishkan. Toutes les pièces du Mishkan ont été fabriquées, eh bien, les différentes melachot, les différents travaux qui étaient requis pour la fabrication des pièces du Mishkan et du sanctuaire lui-même, tout cela, ça s'appelle melacha, pour nous l'interdire Shabbat. Et la Mishnah a été très pédagogique, puisqu'elle a cité les melachot dans un ordre bien précis et surtout logique pour avoir un bon mnémotechnique. Par exemple, les 11 premières melachot, ce sont les opérations nécessaires pour la fabrication du pain. Alors depuis le labour de la terre, l'ensemencement des graines de céréales, la récolte, la moisson et ainsi de suite, jusqu'à la cuisson du pain, ce sont les 11 travaux qui correspondent aux 11 melachot qu'on a déjà vus. Après cela, il y a eu encore 13 melachot qui correspondent à la fabrication du vêtement. Et comment on fabrique un vêtement de laine? Eh bien, on va commencer d'abord par tondre le mouton, par tondre la laine. Et c'est comme ça que la Mishnah nous a expliqué quels sont les travaux interdits pendant Shabbat. Alors maintenant, on est au 5e travail interdit le Shabbat dans le cadre de la fabrication du pain. Alors on avait vu Ha-Horesh, Ha-Zoreya, Ha-Kotzer, Ha-Me'amer, Ve-Hadash. Qu'est-ce que c'est que Dash? Dash, c'est le battage du grain. Lorsqu'on a des gerbes de blé, on veut extraire le contenu du contenant, alors on va amener un bœuf, il va battre les tiges, il va battre les écorces, et c'est comme ça que l'écorce va s'ouvrir et le grain va sortir. Cette mélacha que l'on appelle disha, d'ailleurs, dans la Torah, on retrouve le pasuk Lotachson shor bedisho. Ne pas museler le bœuf au moment où il bat le grain. Donc on voit bien que généralement la disha se faisait avec un bœuf qui marchait, qui battait sur les graines. Il battait les grains. Tana, Hadash ve'amenapetz ve'amenapet. Kulan melacha ahatem. Je vais revenir un petit peu en arrière. Hadash, donc la disha se faisait principalement avec un bœuf qui allait marcher et battre les graines. Et la Braïta nous dit que Hadash, celui qui bat les graines de céréales, Hamenapetz, celui qui bat les tiges de lin pour les séparer, le lin de la tige, Ve'amenapet, celui qui bat le coton, comme on a l'habitude de faire ceux qui récoltent le coton pour retirer les graines du coton. Kulam melacha ahaten. Toutes ces actions font partie d'une seule et même famille, c'est la famille de Dash. Donc Menapetz, on parle ici de Menapetz, non pas de Menapetz, la laine, comme on avait déjà vu dans la Mishnah. Ici, on parle de Menapetz, le lin. Et comme ça dit Rashi, Menapetz pishtan bagivrolim, celui qui bat le lin lorsqu'il est en tige. Ve'hamenapet, avec un tête, Rashi dit Tsemer Gefen bakeshet kedere ha'umanim. Ve'tsemer Gefen gidule karkau, lachin kare niput dile toldat de dash, shemefarek agarenin mimenu, velo kare le toldat menapetz de tsemer. Donc Rashi nous dit que le Tsemer Gefen,
Le coton, c'est un guidoulé karka, c'est végétal. C'est pas comme la laine qui est animale. Et donc ici, on parle de la mlacha de dash. Lorsqu'on bat le coton, les tiges de coton pour en extraire les graines, ça rentre dans le cadre de la melacha de dash et non pas dans le cadre de la melacha de menapetz, du tsemer, qui est animal, qui n'est pas végétal. Et comme on avait déjà appris le principe selon lequel une personne qui aurait récidivé, qui a répété plusieurs fois la même melacha pendant Shabbat, Be'alem Ehad, il n'apportera qu'un seul korban. Ainsi, si on a fait plusieurs actions, mais qui appartiennent à la même famille, au même Av Melacha, ce sont des toldot du même Av, eh bien dans ce cas-là, on est chayav que un seul korban. Alors maintenant, il faut juste savoir que parfois, il y a des avot qui sont similaires, et parfois c'est des av et tolda. Prenons l'exemple de Zoréa et Notéa. Celui qui sème des graines ou qui plante des arbres. Pour l'arbre, on dit Notéa. Pour les graines, on dit Zoréa. Lequel est av, lequel est tolda? Les deux sont des avot. Car en réalité, c'est exactement la même chose. Seulement, les objets sont différents. Là, on parle d'un arbre, et là, on parle d'une graine. Mais c'est exactement la même chose. C'est semé dans la terre ou planté dans le sol. C'est exactement pareil. Les deux sont des avot. Alors, le principal, c'est de comprendre que si on est dans le cadre du même av ou av et tolda, alors on est chayav que d'un seul korban si la récidive était be'alem ehad. Et maintenant, la Gemara va développer encore toujours ce sujet où on parle de plusieurs mélachot qui se ressemblent. Mais là, on va voir que c'est considéré comme des avot différents, bien que le principe est le même. Hazoré, Haborer, Hatohen, Vermeraked. Et la Gemara immédiatement va s'arrêter là-dessus. Zoré, c'est quoi? Vanner, c'est-à-dire prendre une pelle ou un râteau et jeter l'ensemble des céréales avec la paille, avec les écorces, et ça c'est jeté vers le haut. Le vent emporte ce qui est léger, c'est-à-dire la paille, et ce qui retombe sur place, ce sont les graines qu'on va entasser pour les engranger. Hazoré, Haborer, borer c'est trier, c'est retirer les cailloux qui sont mélangés aux graines. Tohen, c'est moudre, meraked, tamisé. La Gemara pose la question, une question légitime. Haïnou zoré, haïnou borer, haïnou meraked. Mais ces trois mélachot, c'est exactement pareil. Zoré, c'est vanner, borer, c'est trier, meraked, c'est tamisé. L'objectif est le même, c'est séparer le bon du mauvais. À chaque fois, on veut séparer le bon du mauvais. Alors pourquoi est-ce que la Mishnah les a énumérés et comptés comme trois mélachot différentes? Réponse. Abaye verava de amretar vayhu. Kol milta de havia bamishkan. Afal gavdika de damiala hashivla. Qu'est-ce que ça veut dire? Abaye et Rava nous disent que à chaque fois que nous retrouvons dans le Mishkan des opérations importantes, bien qu'elles se ressemblent, elles ont été dénombrées comme des travaux différents, comme des avot, comme des travaux types différents. Bien que le principe est le même, c'est trier. Zoré, c'est trier avec le vent. Borer, avec la main. Et Meraked, avec le Keli. Ou bien on parle des trois étapes différentes. C'est-à-dire, lorsque c'est un mélange, on a besoin de faire d'abord le grand tri, Zoré, et ensuite un tri plus raffiné. C'est l'étape suivante, c'est Borer, et ensuite un tri encore plus raffiné. C'est quand on sépare, quand on tamise la farine.
En tout cas, il n'y avait pas de raison de les compter comme 3 mélachot. Mais la réponse de Abaye et de Rava, c'était qu'étant donné qu'on a trouvé, à propos de la fabrication du Mishkan, ces 3 mélachot, lors de l'élaboration des samémanim, lorsqu'on a fabriqué la teinture pour colorer les tentures, donc on avait besoin de toutes ces actions, eh bien chacune de ces opérations est considérée Av Melacha. Alors la Gemara pose la question, elle dit dans ce cas-là, Velirchav Nami Kotesh. Alors dans ce cas-là, on aurait dû rajouter encore une Melacha dans la Mishnah. Laquelle? Kotesh. C'est quoi Kotesh? C'est piler pour séparer l'écorce, le son du grain de céréales. C'est-à-dire que chaque graine de céréales a 2 peaux. Il y a 2 pellicules. D'abord, la grande écorce, et ensuite, il y a le son qui est collé au grain. Donc cette fine pellicule, ça s'appelle du son. Ça aussi, on peut, pour préparer de la farine blanche, se séparer du son. Et comment on fait? On est kotesh. On met dans le mortier, et avec le pilon, on va battre les grains, et c'est comme ça qu'on va séparer la fine pellicule du grain. Et cela, c'était nécessaire dans le Mishkan pour fabriquer la teinture. On devait séparer la plante, pas seulement de la grande écorce, mais même de la fine pellicule. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas compté parmi les melachot, les Av Melacha de Shabbat, Kotesh? Piler. Piler non pas pour moudre, mais piler pour séparer le son du grain de céréales. Amar Abaye, Sheken Ani Ochel Pito Bloktisha. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que le pauvre, lui, ne fait pas le gâté. Quand il fabrique son pain, il fabrique avec une farine à laquelle il n'a pas retiré le son. Il n'est pas capricieux. Il n'y a que les capricieux qui vont séparer le son du grain de céréales. Mais les pauvres, les gens pauvres, eh bien eux, ils mangent tel quel. Ils vont moudre le grain tel quel. De ce fait, ce n'est pas considéré comme étant une mélacha importante. Comme ça dit Rashi. Regardez la 4e ligne de Rashi en haut de Aïn Dalet. Sheken ani ochel pito beloktisha. Puisque le pauvre mange son pain sans être kotesh au préalable. L'écart, c'est la raison pour laquelle, afalgav de Havaï Bamikdash, bien qu'on ait trouvé dans le Mishkan, dans la fabrication du Mishkan, cette opération, ve'av melachai, Rachid dit, c'est un av melacha. Kevan de tanale, dash lotanala. Étant donné qu'on a déjà mentionné la melacha de dash, qui veut dire battre le grain avec le bœuf qui va marcher sur les épis de blé. Donc c'est exactement le même principe. Séparer le contenu du contenant. Qu'est-ce que tu fais en étant kotesh? Séparer le contenu du contenant. Le grain, tu le retires du son. Alors on l'a déjà dit. Puisqu'on l'a déjà dit, alors on n'avait pas besoin de le répéter. Oui, mais dans Zoré, Borer et Meraked, aussi quand même, on l'a répété. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'étant donné que le Hani, il n'est pas makpid, puisqu'il mange le pain avec le son, il n'est pas makpid sur le son. Alors c'est pas hashuv. Cette melacha de kotesh, tu ne peux pas dire que c'est une opération importante, puisqu'elle n'est pas indispensable. Preuve, on peut manger même sans être kotesh. De ce fait, comme ce n'était pas une melacha importante, alors on ne l'a pas compté parmi les avot melachot. Rava Amar, Hamane Rabihi, De Amar, avot melachot arba'im haser achat.
Ve'yachashiv kodesh havyale arba'im. Rava, il raisonne a posteriori. Il dit comme ça. Nous avons une règle. Combien de melachot doit-il y avoir d'interdits pendant Shabbat? Des avot melachot, des travaux de type. Eh bien, on en a exactement 39. D'où on les apprend? C'est Arba'im Haser Ahad. Eh bien, on a une allusion dans la Torah. C'est Rabbeinu Akadosh qui nous avait dévoilé ce remez. Au début de Parashat Vayakahel, lorsque Moshe Rabbeinu vient nous enseigner les lois de Shabbat, il nous dit Ele hadevarim asher tziva Hashem. Ele hadevarim. Devarim, ça fait déjà deux choses. Hadevarim, avec le Haïdia, on rajoute une troisième, ça fait trois éléments. Ele, en valeur numérique, Aleph, Lamed, ça fait 36. 36 plus 3 égale 39. C'est l'allusion aux 39 travaux interdits le jour du Shabbat. Donc tu ne peux pas avoir 40. Si tu vas compter Kotesh comme une mélacha supplémentaire, donc tu arrives à 40 mélachot. Or, Moshe Rabbeinu nous a enseigné qu'il n'y en a que 39. Voilà pourquoi on ne pouvait pas rajouter Kotesh. La Gemara dit, je ne suis pas d'accord, la Gemara objecte en disant Velipuk hadam et hanach ul'ayel Kotesh. Si c'est uniquement cela qui te gêne, le fait d'avoir plus de mélachot qui nous ont été indiqués, plus que 39, moi je peux en réalité te proposer l'équilibre suivant, c'est-à-dire au lieu de compter Zoré, Borer et Meraked, dont les trois mélachot visent le même objectif, séparer le bon du mauvais, trier, je te propose de faire 2 et 2. Au lieu de faire 3 et 1, 3 mélachot qui visent le même objectif, séparer le bon du mauvais, Zoré, Borer, Meraked. Et d'autre part, une seule mélacha qui est dash, battre le grain. Je te propose de faire 2 et 2. 2 mélachot qui ont le même objectif, battre le grain, ce serait dash et kotesh. Et 2 mélachot de l'autre côté, Zoré et Borer. Meraked, je l'aurais compris tout seul. Je l'aurais attribué, j'aurais fait de Meraked une tolda de Borer. Pourquoi tu as fait 3 et 1? Fais 2 et 2, c'est plus équilibré. C'est comme ça que Rashi explique la question. Et comme ça, on ne dépassera pas les 39. Et la mechovarta kede Abaye. Alors la Gemara dit que la bonne réponse, c'est l'explication de Abaye qui a dit que Kotesh ne peut pas être compté comme un Av Melacha, étant donné que le Hani, lui, peut manger avec du son. Donc Kotesh n'est pas une Melacha importante. Si ce n'est pas une Melacha importante, ça n'a pas été compté parmi les 39 travaux. Mais celui qui aujourd'hui serait Kotesh, dès que il ferait une Melacha laquelle Tolda des Dash. C'est comme ça que dit Rabbeinu Hananel, que c'est Tolda des Dash. Ou bien d'après Rashi, carrément, c'est assimilé au Av de Dash. Dash, c'est avec le bœuf, et Kotesh, c'est avec le pilon. Et maintenant, la Gemara va développer longuement le sujet de Borer. Elle va commencer par nous présenter une baraïta énigmatique. On va lire ici quelques phrases, on ne comprendra pas du tout le sens au début, et ensuite on va voir combien d'explications seront proposées par les Amoraïm. Commençons. Tanu Rabbanan, Hayu lefanav mine ochalim, borer ve'ochel, borer umaniach, ve'lo ivror, ve'im birer, hayav hatat. D'abord, je voudrais commencer par la mahloket Rashi et Tosfot par rapport à la version. Quelle est la version ici? Hayu lefanav mine ochalim, ou bien Hayu lefanav shne mine ochalim. D'après Tosfot, regardez s'il vous plaît Tosfot, Hayu lefanav shne mine ochalim garsinan, vechen piresh rach deve ochel mitoch ochel shaykha borera,
שבורר אותו שאינו חפץ לאכול, מתוך אותו שרוצה לאכול. דאותו שאינו חפץ בו, חשיב פסולת לגבי אותו שחפץ לאכול. Tosfot nous disent que ici, il faut lire Hayu lefanav shne mine ochalim. Il y avait devant lui deux sortes d'aliments. Et quel est le chidouche? Le chidouche, c'est de dire que non seulement lorsque l'aliment est mélangé à des déchets, le fait de retirer les déchets pour laisser le bon, retirer le mauvais pour laisser le bon, ça s'appelle borer. Mais même lorsqu'on a deux catégories d'aliments, donc les deux c'est du bon, mais si maintenant je n'ai envie de manger que un aliment parmi les deux, alors je retire celui qui ne m'intéresse pas et je laisse celui qui m'intéresse, ça s'appelle borer psolet mitoch ochel. C'est comme quelqu'un qui a trié en retirant le mauvais pour laisser le bon. C'est assourd, c'est Tosfot. Mais Rashi nous dit Hayu lefanav mine ochalim garsinam velo garsinam shne. Rashi nous dit qu'il ne faut pas dire shne mine ochalim. Il faut dire Hayu lefanav mine ochalim. Ça veut dire qu'il y avait devant lui des aliments qui étaient mélangés à des déchets. Et maintenant, il veut séparer les déchets, la psolette, mitoch ochel. Il veut retirer le mauvais pour laisser le bon. Et c'est de cela qu'on va parler maintenant, lorsqu'on va dire permis, interdit, et ainsi de suite. Hayu lefanav shne mine ochalim, borer ve ochel, borer umaniach, velo ivror, ve'im birer hayav chatat. Alors, on est en train de dire ici des choses incroyables. D'abord, on te dit, s'il y avait devant lui des aliments mélangés à des déchets, borer ve ochel, il a le droit de trier pour manger lui-même. Borer ou maniach, il a le droit de trier pour donner à manger aux autres. Maniach, ça veut dire poser pour que les autres mangent. Velo ivror, mais tu n'as pas le droit d'être borer. Ve'im birer chayav chatat, et si tu as été borer, chayav chatat. Donc vous voyez que la fin de la braïta contredit le début de la braïta. Parce qu'au début, on te dit borer ve ochel, borer ou maniach. Si tu as devant toi deux mine ochalim, d'après Tosfot, ou bien mine ochalim avec des déchets d'après Rashi, en tout cas, tu as le droit d'être borer ve ochel, tu as le droit d'être borer ou maniach pour que les autres mangent. Et tout de suite après, on te dit lo ivror, faut pas être borer. Et si tu as été borer, chayav fratat. Donc immédiatement, la Gemara pose la question Maïka Amar. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire, cette baraïta? C'est autocontradictoire. C'est ou interdit ou permis. Alors elle commence par te dire borer ve ochel, borer ou maniach, permis de manger, permis de trier pour donner à manger aux autres. Et après elle te dit, faut pas trier. Et si tu as trié, tu es chayav fratat. What is it? Alors au Moraï et Rabotai, on va retrouver 5 explications de Amoraïm. Et chaque explication va être réfutée par un successeur. Amar Oula, Hachika Amar, Borer ve Ochel lebo bayom, Borer umaniach lebo bayom, Ulmachar lo ivror, ve imbirer hayav chatat. C'est-à-dire, Oula nous dit que ce qui est permis, c'est d'être borer pour manger le jour même, ou d'être borer pour donner à manger aux autres le jour même du Shabbat. Mais quelqu'un qui a été borer pour le lendemain, lui il est chayav fratat. C'est de cela qu'il s'agit. Donc borer le ochel, borer umaniach le bobayom, aval eno borer lo ivror ve'im birer chayav fratat. Ça parle de borer le mahal. Quelqu'un qui est borer pendant Shabbat et il garde pour après Shabbat. Là, ça s'appelle vraiment borer. Pourquoi? Car le but de borer, c'est trier pour entreposer, pour engranger. On est borer pour mettre à garder. On sépare le bon du mauvais, ou le mauvais du bon, parce qu'on voudrait thésauriser, conserver, mettre en réserve le bon
une fois qu'on a retiré le mauvais. Ça, c'est seulement quand tu vas trier pour le lendemain, pour après Shabbat. Mais si tu tries pour le Shabbat même, par exemple le matin pour l'après-midi, Bo Bayom, il n'y a pas de problème. Que ce soit pour que tu manges toi-même ou que tu donnes à manger à tes invités, c'est pareil. Ça, c'était Oula. Immédiatement, Rav Frisda rebondit, il dit « Ma pitom !» Ça, c'est moutard. Un matkif la Rav Frisda. « Vechi moutard les fautes les bobayom. Vechi moutard les vachel les bobayom. » A-t-on le droit de cuisiner pendant Shabbat pour manger Shabbat? Jamais de la vie. Alors, quelle différence? Borer, trier, c'est une mélacha. Cuisiner, cuire, c'est une mélacha. De la même façon que tu comprends qu'il est interdit de cuire un aliment pendant Shabbat, même si c'est pour le manger pendant Shabbat, eh bien, il est interdit de trier pendant Shabbat, même si l'objectif, c'est de manger pendant le Shabbat. Tu n'as pas le droit de trier vendredi soir pour manger à Seuda Shlishit ou le matin pour manger à Seuda Shlishit. En davar kazé, c'est comme cuisiner pendant Shabbat pour manger pendant Shabbat. Évidemment, c'est interdit. On n'a jamais dit que cuire pour Shabbat c'est permis, cuire pour après Shabbat c'est interdit. Alors comment tu peux dire borer pour après Shabbat c'est interdit, mais borer pour Shabbat c'est permis? C'est inaudible et inconcevable. Et là, Rav Frisda, c'est pour ça que Rav Frisda propose une autre explication. Borer ve'ochel pachot mikashi'ur. Borer u'maniach pachot mikashi'ur. Mikashi'ur lo ivror ve'im birech hayav chatat. Alors lui, ce qu'il propose, c'est de dire que nous avons une règle. Quand est-ce qu'on est hayav? Quand est-ce qu'on est passible d'une sanction pour une melacha de Shabbat? Si on a fait Bémézid, on est Chayav Karet. Bémézid avec avertissement, avec Atra'a, Chayav Skila. Béshogeg, Chayav Fratat. Mais tout cela, c'est dans la mesure où la personne a effectué une melacha kashi'ur. On sait que pour chaque élément, pour chaque melacha, il y a un shi'ur qui correspond à l'élément en question, à l'objet. Exemple, tout ce qui concerne les aliments, eh bien, le shi'ur de la melacha interdite par rapport à l'aliment, c'est kagrogeret, comme le volume d'une figue. Quelqu'un qui transporterait un aliment pendant Shabbat, pour qu'il soit hayav khatat, combien doit-il transporter? Un aliment kagrogeret, d'un volume d'une figue. Ou bien, par exemple, quelqu'un qui a cuit un aliment pendant Shabbat, quel est le shi'ur pour qu'il soit hayav? Eh bien, il faut qu'il est cuit kagrogeret. Ou quelqu'un qui va être borer. Quel est le shi'ur de l'aliment pour qu'il soit chayav khatat? Eh bien, kagrogeret, comme le volume d'une figue. Alors, Rav Frisda dit que c'est certainement le sens de la Baraita. La Baraita au début nous dit permis, et à la fin nous dit interdit, à tel point qu'il est chayav khatat. Quand est-ce que c'est permis? Quand c'est moins que kashi'ur. Lorsqu'il a été borer, une quantité d'aliments inférieure à grogeret. Par contre, s'il a été borer qu'à grogeret, alors il est chayav khatat. Là encore, la Gemara va réfuter. Matkif, la Rav Yosef objecte, et il dit comment Rav Frisda a pu dire une chose pareille? Vechi mutar le'efot pachot mikashi'ur. On a déjà vu une chose pareille. Est-ce qu'on a le droit de cuire un aliment pour moins de kagrogeret? Certes, on n'est passible d'une sanction ou d'un korban que si on avait cuit kashi'ur. Mais même si on a cuit moins que kashi'ur, on est tout de même en infraction. Ça s'appelle Issur de Oraita. Je m'explique. Il y a dans Masechet Yoma une mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Très rigolo, parce que c'est dans Masechet Yoma Daf Ayin Dalet, exactement comme ici on est en train d'étudier Daf Ayin Dalet. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Que Rabbi Yochanan et Rish Lakish disent que même lorsque la Torah a donné un shi'ur pour l'interdiction, c'est uniquement pour la sanction.
Mais pour l'interdiction, c'est même si on a commis l'infraction dans un volume inférieur au shi'ur indiqué, malgré tout, on est en infraction thoraïque d'après Rabbi Yochanan ou rabbinique d'après Rish Lakish. C'est la mahloket entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan. Est-ce que Hatsi Shi'ur Asur Minatora ou Hatsi Shi'ur Asur Rak Miderabanan? D'après Rish Lakish, c'est que Miderabanan, mais d'après Rabbi Yochanan, Hatsi Shi'ur Asur Minatora. Et c'est ça la halakha. Alors comment Rav Frisda, tu as pu dire que la Braïta qui a autorisé d'être borer ve'ochel, borer maniach la'acherim, c'est dans le cas où il a été borer un volume d'aliments inférieur à gros guéret. Mais si c'est qu'à gros guéret ou plus, alors là c'est un sourd, et s'il a fait les chayav fratat. Boker tov. C'est vrai que moins que kashirou, il n'y a pas de chiyuv fratat, mais ce n'est pas permis pour autant. D'après Rabbi Yochanan, c'est Isur Minatora carrément. Hatsi Shi'ur Asur Minatora. Alors c'est pour cela que Rav Yosef va réfuter totalement Rav Frisda. Et on ne comprend pas quelle était la Hava Amina de Rav Frisda. Tosfot explique V'chi mutar le'efot pachot mikashiur ve'ametaret salkadate de pachot mikashiur avederech achila. Rav Frisda lui pensait qu'étant donné que il a été borer moins de kashiur, ça veut dire qu'il est en train de manger. Ce bonhomme n'est pas en train de trier, car trier, pour entreposer, alors on fait dans une grande quantité, au moins qu'à gros guéret. Si il est en train de trier moins que kashiur, sous-entendu que ce bonhomme il est en train de manger, il n'est pas en train de trier, il est plus ce qu'il mange. Mais Rav Yosef n'était pas satisfait de cette explication de Rav Frisda, c'est la raison pour laquelle il va donner une autre interprétation à cette baraïta qui au début a dit permis de trier et après elle a dit interdit. Et là, Rav Yosef, borer ve'ochel bayad, borer manier bayad. Bekanon ou betamchouy, lo ivror, ve'im birer patur avalasur. Ou benapa ou bikvara, lo ivror, ve'im birer hayat ratat. D'après Rav Yosef, dans cette baraïta, il n'y a pas que deux parties, il y en a trois. Il y a ce qui est mutar lechatrila, il y a ce qui est asur miderabanan, ce qu'on appelle patur avalasur, patur minatora avalasur miderabanan, et à la fin, il y a ce qui est asur minatora, qui est considéré carrément une melacha. Alors voilà comment il nous explique. Il nous dit qu'au début, la baraïta, lorsque la baraïta nous a dit borer ochel borer umaniach, c'est bayad. Ça veut dire que la personne n'a pas pris un filtre, n'a pas pris un tamis, ou un écumoire, ou un kéli qui est fait pour trier. Elle n'a pas pris un filtre. Elle a fait ça avec la main. Donc, ça c'est moutard. Parce que c'est pas du tout le derrière de trier avec les mains. Par contre, si il a trié avec un kéli, mais un kéli qui est inapproprié, c'est pas un kéli qui est propre au filtrage. Il a pris un kéli qui est bizarre. Par exemple, kanon vetamchouy. C'est quoi un kanon? Un entonnoir. Il a pris l'entonnoir, il a mis dedans des légumineuses qui sont de forme ronde, mélangées à des cailloux qui sont rugueux, qui ont des pointes, qui font que, qu'est-ce qu'il a passé au travers du trou de l'entonnoir lorsqu'il a remué? Que les lentilles, qui sont de forme circulaire, ça passe par l'orifice de l'entonnoir. Tandis que les cailloux ne pourront pas passer, ils seront retenus. Alors cet homme-là, qui a pris l'entonnoir pour séparer le bon du mauvais, est-ce que cet homme-là est chayav ou patour? Bien que ce soit la mélacha de trier, mais comme il a fait de manière inhabituelle, car il n'a pas pris le kéli adapté, il a pris un kéli qui est rarement utilisé, on n'utilise pas pour ça. Un entonnoir, c'est pour verser du liquide, c'est pas fait pour séparer des lentilles des cailloux. Puisque le kanon n'est pas fait pour, ou tamchoui, c'est-à-dire un plat, une assiette, et quand il remue l'assiette,
alors les lentilles vont se séparer des cailloux. Ce qui est lourd va aller d'un côté, ce qui est léger de l'autre. Ça aussi, ça s'appelle trier, mais de manière inhabituelle. On a déjà appris que toute melacha qui est faite beshinouï n'est pas assour minatora que midérabanan. À partir du moment où ce n'est pas la manière habituelle de faire la melacha, ça s'appelle shinouï. Alors il n'y a pas de chiyuv ratat. C'est de cela que parle la Braïta quand elle arrive à la deuxième partie en disant loivror. Donc le début on dit borer veochel borer maniach, ça c'est bayad. Loivror assour midérabanan. C'est quoi? Quand il fait borer beshinouï, comme par exemple bekanon ou betamchouï. Enfin, la troisième partie de la Braïta, ve'im birer hayab hatat, de quoi on parle? Benapa ou kvara. Quelqu'un qui a pris un filtre ou un tamis. Napa c'est un tamis, kvara c'est un filtre. Alors, étant donné que ce sont des kélim appropriés au filtrage, au tri, étant donné qu'il a trié avec un kéli qui est justement spécialement conçu pour trier et filtrer, alors dans ce cas-là, il est hayab fratat, évidemment. Voilà comment Rav Yosef a interprété la Baraïta très joliment. Et tout de même, Rav Hamnouna va le réfuter. Matkif la Rav Hamnouna midé kanon betamchoui katane. Rav Hamnouna dit, c'est beau ce que tu as dit dans la théorie, mais ça ne tombe pas juste dans les mots de la Baraïta. Car dans la Braïta, on n'a pas vu parler ni de canon ni de tamhouy. Et la Rav Hamnouna, borer de ochel mitoch psolet. Borer maniach, ochel mitoch psolet. Psolet mitoch ochel lo ivro, veim birer chayav ratat. Pour lui, il n'y a que deux parties dans la Braïta, pas trois comme a dit Rav Yosef. Le début, permis, la fin, interdit sous peine de khatat. Borer ve'ochel, borer maniach, c'est lorsque tu prends le bon et que tu laisses le mauvais. Ça c'est permis. Pourquoi? Parce que ça s'appelle manger. Tu manges, donc tu prends le bon et tu laisses le mauvais. Par contre, ce qui est interdit, c'est la fin de la braïta. Psolet mitoch ochel lo ivror. Ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est de retirer le mauvais et laisser le bon. Parce qu'à ce moment-là, ça ne s'appelle pas manger. Ça s'appelle trier. Trier, c'est assour. Veim birer, hayaf ratat. Et en effet, s'il a retiré le mauvais pour laisser le bon, il est hayaf ratat, il doit apporter un korban pour se faire pardonner. Bien que ce soit très beau, mais Abaye n'est pas satisfait. Matkif la Abaye, midé ochel mitoch psolet katane. Est-ce que dans cette baraïta, on a précisé est-ce que ochel mitoch psolet ou psolet mitoch ochel? On ne nous a pas dit qu'il y avait ici deux manières différentes. On a parlé de la même action, on n'a pas parlé de deux actions différentes. Est-ce qu'il a été borer psolet ou borer ochel? On a parlé de la même chose. On a dit borer ve ochel, borer maniach, ve lo ivro, ve imbirech hayav chatat. Toi maintenant tu me dis, au début on a parlé d'une façon de faire, et après on a parlé d'une autre façon. C'est pas ce qui est écrit. Et là, Amar Abaye. Alors Abaye donne la cinquième et dernière explication à cette baraïta. Borer ve ochel le altar. Borer ou maniach le altar. Ulbo bayom lo ivro, veim birer, naasa ke borer le otsar, vechayav chatat. Abaye nous dit qu'il n'y a pas de différence entre la manière de faire dans la Récha et dans la Sefa. On part toujours de la même façon. C'est seulement pour quand, dans quel objectif, c'est ça qui change. Au début, on parle de borer ve'ochel, borer ou maniach l'acherim le'echol. Ça veut dire que on est borer pour manger immédiatement. Borer ve'ochel. Donc ça s'appelle les altars. Immédiatement, il mange. Alors c'est quelqu'un qui est en train de manger, il n'est pas en train de trier. C'est normal que pour manger, tu as besoin d'éplucher, tu as besoin d'éplucher ta clémentine, tu as besoin de retirer le mauvais. Tu as des arrêts dans le poisson, tu retires les arrêts pour manger le poisson, tu es borer ve'ochel, les altars.
D'ailleurs, même dans cela, c'est une mahloket. D'après le Chazon Ish, il faut manger le poisson et retirer les arêtes de la bouche. Mais d'après le Ben Ishraï, c'est moutard de retirer les arêtes comme tu as le droit d'éplucher une clémentine. Alors, en tout cas, Amar Abaye, Borer le Ochel le Altar, Borer Maniach le Altar. Ça veut dire pas seulement pour manger toi-même, mais pour donner à manger aux autres. Tu as le droit, parce que ça s'appelle manger. Quand tu tries pour manger immédiatement, c'est derech achila. Par contre, si tu n'as pas l'intention de manger immédiatement, c'est pour laisser pour une serouda plus tard, par exemple le matin pour l'après-midi, alors là ça s'appelle trier. Ça ne s'appelle pas manger. Trier, c'est interdit. Et s'il a trié, les chayav fratat. Comme s'il était borer la hotzar, comme s'il avait trié pour mettre dans un entrepôt. À Broua Rabbanan Kameh de Rava, lorsqu'un jour on a raconté à Rava l'histoire, c'est-à-dire tout ce débat, et on a fait part à Rava de l'explication de Abaye, il a dit bravo, kol hakavodlo, Amar Lehu, Shapir Amar Nahmani. Nahmani, c'était le deuxième prénom de Abaye. D'ailleurs, c'était ça son vrai nom, Nahmani, puisqu'il portait le nom de son grand-père, Rabba bar Nahmani. Nahmani, c'était le père de Rabba, et Rabba, c'était l'oncle de Abaye, il l'avait adopté, et il lui a donné le nom de son père, Nahmani. Shapir Amar Nahmani. Donc le pirouge d'Abaye est excellent. Les Maasé, ce qu'on est possèque la halakha, c'est ces trois éléments à la fois. C'est-à-dire, les trois derniers pirouchim qu'on a vus, Ochel, Yad, les Altar. Pour que ce soit permis, Shabbat, de faire cette action de tri, c'est uniquement si je prends le bon et je laisse le mauvais, ce qu'on appelle Ochel. Il prend le Ochel mitor psolet. Yad, c'est-à-dire si je le fais avec la main et pas avec un keli approprié. Yad, et pas avec un keli. Une fourchette et un couteau, ça s'appelle aussi yad. C'est le prolongement de la main. Quand on dit un keli, c'est comme on avait vu des kelim qui sont spéciaux pour trier. Comme par exemple, napa ou kvara, que c'est Asur Minatora, ou kanon et tamhoui, que c'est Asur Miderabanan. Mais c'est un keli qui est fait pour trier. Tandis qu'une fourchette et un couteau, c'est au lieu de me salir les mains, je tiens l'aliment avec la fourchette et je coupe avec le couteau, ça ne s'appelle pas avec un keli. Ça s'appelle yad, et les altar, et c'est pour manger immédiatement. Pour s'en souvenir, le mnémotechnique c'est ayal. Ayal rachetevot, aleph, ochel, yud, yad, lamed, les altar. Si on respecte ces trois critères, eh bien, dans ce cas-là, c'est permis. S'il manque l'un d'entre eux, donc on n'a pas le droit. Et maintenant, la Gemara nous cite encore une halakha à ce propos. Hayu lefanav shene mine ochalim, ubirer ve'achal, birer ve'iniach, Rabashi matne patur, Rabbi Yirmiyah medifni matne hayav. C'est-à-dire, quelqu'un qui avait devant lui deux sortes d'aliments, et là, Shnemine Ochalim, ici il nous explique, même d'après Rashi, il s'agit de deux sortes d'aliments. Parce qu'ici, la brera, elle est pour manger immédiatement. Donc, ce qui ne veut pas manger s'appelle psolète. Là même Rashi n'a pas corrigé. Ayu lefanav shnemine ochalim. Ubirer ve'achal ubirer ve'iniach. Ravashi matne patur. Rabbi Yirmiyah medifni matne chaya. Ravashi a enseigné qu'il est patour s'il a fait borer entre ces deux mine ochalim. Et Rabbi Yirmiyah de Difti a dit qu'il est chaya. Ravashi matne patour. Comment Ravashi peut dire patour? Ve'atane hayav. Pourtant, on avait appris dans la première baraita hayav. La kashia. Ha bekanon betamchouy. Ha benapa ukvara. C'est-à-dire, Rav Ashi, qui a dit patour, il parle de kanon betamchouy. Ça veut dire que les khatrila, c'est assour miderabanan, mais bedi avad, s'il a fait,
il n'est pas tour. Tandis que Rabbi Irmia qui a dit Hayav, il parlait de quelqu'un qui a trié avec un keli approprié, avec napa ou kvara, un tamis ou un filtre. Alors là, c'est sûr qu'il est Hayav Khatat. Il n'y a pas de contradiction entre eux. Ils ont parlé de deux kelim différents. L'un a parlé d'un keli qui est shinouille et l'autre a parlé d'un keli qui est approprié. Si c'est un tri qui a été fait beshinouille avec kanon vetamhouille, alors en effet, il n'est pas tour à balasson. Et n'a pas Ukvara Chayav Khatat. La Gemara raconte une histoire. Qui ata Rav Dimi Amar, Shabta de Rav Bibi Havai, Vekleu, Rabbi Ami Rabbi Asi, Shada Kamayu Kalkala Bepere, Velo Yadana, Imishum de Savar Ochel Mitor Psolet Asur, Imishum Aïn Yafa de Mechaven. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Dimi raconte qu'un jour, il a passé Shabbat auprès de Rav Bibi, et à cette époque-là, ils avaient l'habitude que chacun des élèves à tour de rôle devait servir les autres. Alors ce Shabbat, c'était le tour de Rav Bibi. Shabta de Rav Bibi Havai. Viklero Rabbi Ami et Rabbi Asi. Et qui est-ce qui est arrivé ce Shabbat passé avec nous? Eh bien, c'était Rabbi Ami et Rabbi Asi. Qu'est-ce qu'a fait Rav Bibi quand le moment du dessert est arrivé? Il a voulu servir des fruits. Shada Kamayu Kalkala Depere. Il a pris une corbeille de fruits et il a versé le contenu devant eux. Il n'a pas pris les fruits. Par exemple, il y avait des clémentines mélangées avec des feuilles. Il n'a pas pris les fruits directement avec sa main pour leur servir. Il a carrément versé le contenu de la corbeille devant eux pour que les fruits et les feuilles se séparent. Et c'est comme ça qu'ils ont pris. Alors maintenant, Rav Dimi qui a vu ça, il a dit, je ne sais pas pour quelle raison il a fait ça. Lo yadana imishum de savar ochel mitor psolet asu. Est-ce que Rav Bibi était extrêmement mahmir à tel point que même ochel mitor psolet il ne voulait pas prendre? Prendre du ochel et de donner aux autres, il ne voulait pas. Parce que il était mahmir, pas seulement psolet mitor ochel, mais même ochel mitor psolet. Ou bien en fait, il a versé le contenu de la corbeille par générosité. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas leur donner juste un ou deux fruits. Il voulait qu'ils soient à l'aise et qu'ils puissent manger à profusion, autant qu'ils en veulent. Tosfot, regardez le dernier Tosfot de la page. Tosfot dit, c'est pas possible que Rav Bibi soit mahmir à tel point de ne pas prendre même pas le bon du mauvais, les altars. Puisqu'on a appris dans la Braïta que Borer ve'ochel, Borer mania. Alors regardez Tosfot. Pirouche, lo yadana, ma shelo bireram tehila kodem shevi'am lifnehem. אבל אין לפרש מה שלא ביררם בשעה שהניח לפניהם. דאם כן מייקה אמר, אם משום דקסבר אוכל מתוך פסולת אסור, דעה לכולי עלמא שרינן אוכל מתוך פסולת לאלתר. Tosfot disent que la kavana, c'est que Vaddaï d'abord, Tosfot exclut cette hypothèse de dire que Rav Bibi, il est mahmir de ne pas être borer ochel mitop psolet, même pas les altar. C'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'il va être mahmir contre la halakha? C'est pas possible. Mais le safek était le suivant. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait à la cuisine? Qui n'est pas fait devant eux? Je comprends que c'est pas joli de prendre le temps de séparer. Ils sont là, alors il ne veut pas faire ce travail devant eux. Mais pourquoi il n'a pas fait à la cuisine? Alors de deux choses l'une. Soit il n'a pas fait à la cuisine parce qu'il est mahmir, il ne veut pas le faire avant, il veut le faire mamash à la dernière minute, ou bien c'était par générosité. Et la Gemara a laissé cela en suspens. Elle n'a pas donné donc de confirmation par rapport au choix de Rav Bibi. Encore,
Chizkia amar aborer turmusim mitoch psolet shelahem chayav. Chizkia est en train de nous dire une halakha surprenante. Normalement, on sait que ochel mitoch psolet, c'est mutar, les altar. Et là, il nous dit que des tormoussim, des lupins, c'était un genre de légumineuse, de féculent, qu'il fallait bouillir 7 fois, tellement c'était amer. Et à chaque fois, on versait l'eau et on mettait de l'eau nouvelle et on allait bouillir à nouveau. Alors, quel est le din? Celui qui est borer tourmoussim, qui épluche les tourmoussim et qui retire les, comment on appelle ça, les déchets, la psolette, chayav. Alors, excusez-moi, ici, c'est même si tu enlèves le bon du mauvais, chayav. Haborer tourmoussim mitoch apsolet shelahem. C'est un grand chidouche. La Gemara dit, comment chayav? Lima kasava chizkia borer ochel mitoch psolet asur. Quoi, d'après Chizkia, on n'a même pas le droit de retirer le bon du mauvais, mais ça c'est permis. Réponse, Shane tourmoussim de shalkele shivra zimne veilo shaklele masrah. Ici, c'est spécial. Les tourmoussim, tu ne pourras pas les manger pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que, comme ça cuit et bouilli 7 fois, c'est tellement ramolli qu'en les laissant comme ça, si tu ne les manges pas vite, eh bien, ils s'abîment. Alors, le fait d'en prendre une partie et de laisser une autre partie, c'est comme si tu as retiré le mauvais pour laisser le bon. Car si tu laisses ce que tu prends avec ce que tu as laissé, eh bien, tout va pourrir. Donc, le fait de retirer une partie, c'est considérer retirer le déchet pour que le bon reste et ne s'abîme pas. Regardez Rashi. Des shalkele shivra zimnin les matkan. Pour adoucir l'amertume des tourmoussim, on les cuit 7 fois. Veilo shaklele la ochel mitoch apsolet. Et si tu ne retires pas le bon du mauvais, mitoch shehu rach venimok, comme c'est tendre, ça a été ramolli avec la cuisson, aliédé chez Nishlak Arbe, Masrah, alors il va s'abîmer. Vehilkar, Ochel Nami, Kolzman Sheme'uravbo, Havek Psolet. Et donc, même ce qui est mangeable, qui est mélangé dedans, c'est considéré comme de la psolette. Et donc ce qui va rester dans le keli, c'est du ochel, et ce qu'on a retiré, c'est comme du psolette. Bien que ce qu'on a retiré, c'était du ochel. Alors les amis, on va maintenant passer à autre chose, à une autre melacha, c'est la melacha de tohen. L'interdiction de moudre pendant Shabbat. Ve'atochen, ha'amar Rav Papa ha'imam de parim silka hayav mishum tochen. Rav Papa nous dit que celui qui est parim, Rachid dit, il ne faut pas dire paris, pour Oussot, il faut dire parim, pirma, et Rachid traduit en français par émincer, c'est-à-dire couper en fines tranches le sélec, les blettes. Alors celui qui coupe en tout petits morceaux minuscules avec son couteau les blettes, eh bien il est chayab mishum tochen. C'est quoi tochen? Tochen, c'est prendre des graines de blé et les moudre, les transformer en farine. Ça veut dire que chaque grain, une fois qu'il a été moulu, il s'est retrouvé maintenant effrité en petites particules qui s'appellent la farine. Donc c'est quoi le principe et le caractère de la mlacha de Tochen? Eh bien c'est transformer une entité en plusieurs unités. Si tu prends un légume et que tu le coupes en tout petits morceaux, eh bien c'est exactement comme Tochen, ça s'appelle moudre.
Et c'est applicable pas seulement à un aliment, c'est applicable même à du bois. Amar Rav Menaché, Hayman de Salit Silte, Hayav Mishum Tohen. Quelqu'un qui pendant Shabbat aurait pris des bûches de bois et il les coupe en petits copeaux pour les préparer, pour après Shabbat, pour les mettre dans son barbecue. Eh bien, quel melacha il a fait pendant Shabbat? Tohen, il a coupé le bois en petits morceaux. Amar Ravashi, Ikapida Mishhata, Hayav Mishum Mechater. Ravashi rajoute une précision et il te dit, sache que quelqu'un qui coupe cette grande bûche de bois en petits copeaux, mais il veut une taille très précise, il veut que ce soit vraiment de la même taille, bien coupé, bien taillé, alors à ce moment-là, il est Hayav Mishum Mechater. On a appris dans la Mishnah que celui qui prendrait un morceau de cuir, de peau ou de parchemin, et coupe une taille précise pour ensuite écrire dessus ou faire une chaussure avec cette peau. Ercheye, à partir du moment où on souhaite avoir une dimension bien précise, alors on transgresse le Issur Melacha qui s'appelle Mechater. Pareil pour ces bûches de bois, s'il les coupe avec une exigence de taille précise, il les reverse sur la Melacha de Mechater. Et maintenant, la Gemara passe à d'autres melachot qu'on a vu dans la Mishnah. Halash veha ofe. Pétrir et cuire. Évidemment, après, une fois qu'on a la farine, qu'on a moulu la farine, on va la pétrir. On mélange à l'eau et on fabrique une pâte. Avec cette pâte, on va faire du pain qu'on va enfourner. La melacha de pétrir s'appelle lash et de cuire s'appelle ofe. Amar Rav Papa. Shavak Tanadidan, Bishul Samemanim de Hava Mishkan, Venakat Ofe. Rav Papa est très étonné qu'on ait parlé dans la Mishnah de Afia, car tel qu'on le sait, en hébreu, c'est pas comme en français. En français, on dit cuire un aliment ou cuire du pain. Mais en hébreu, on dit mevachel pour un aliment qui a été bouilli dans une marmite, et on dit ofé, afia, pour le pain qui a cuit à sec dans le four. Alors, même en français on dit bouillir et cuire. Bouillir pour le tafshil et cuire pour le pain, c'est ofé. Alors la Gemara pose la question, elle dit, mais dans le Mishkan, pour la fabrication du Mishkan, on n'a pas fait de afia. La afia de l'Echem Apanim, c'est après, c'est la avodat à Mishkan. Mais c'est pas de cela qu'on parle. La référence, quand on dit le Mishkan sert de référence pour Shabbat, on parle des 39 opérations qui étaient requises et nécessaires pour la fabrication du Mishkan. Non pas pour la avodat à Korbanot ou l'Echem Apanim. Alors on n'a jamais cuit du pain pour fabriquer le Mishkan. Pourquoi la Mishnah nous a parlé de Ophé? Il fallait plutôt parler de Mevachel, puisque dans le Mishkan, on a, oui, en effet, bouilli des plantes de coloration, des plantes qui permettaient de produire de la teinture pour les tentures. Alors pourquoi tu as parlé de Afia au lieu de parler de Bichoul? Réponse. Tanadidan Sidura de Patnakat. C'est-à-dire, en réalité, il n'y a pas de différence entre Bichoul et Afia, les deux c'est le même ave. C'est cuire et cuire. Seulement pourquoi il a préféré parler de Ophé au lieu de parler de Bichoul qui était la vraie mélacha authentique du Mishkan? Il dit parce que, à titre de mnémotechnique et à titre pédagogique, le Tana nous a présenté 11 mélachot qui vont depuis le Horesh, Zoréa Horesh, jusqu'à Ophé. Et tout cela, ça s'appelle Sidura des pâtes, fabrication du pain. Tout le monde sait comment on fabrique du pain. Et c'est comme ça qu'on se souvient de toutes les étapes de la fabrication du pain qui correspondent aux 11 mélachot du Mishkan.
Donc à titre de mnémotechnique, on a préféré parler de Ophé plutôt que de Mevachel. Amar Rav Aha Rav Avira, Hayman de Shada Sikta Lea Tuna, Hayav Mishum Mevachel. Celui qui prendrait un morceau de bois qui est humide, qui est frais, et il voudrait le sécher pour que la bûche de bois soit sèche, et le jour où il voudra mettre dans sa cheminée, dans son fourneau, que la bûche soit déjà prête. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne met pas dans le feu du four, il met dans le four, mais loin du foyer de feu. C'est-à-dire on a un grand four, il y a le foyer de feu qui est au milieu, il ne va pas mettre la bûche trop proche, il va la mettre loin, proche d'une paroi du four, de manière à ce que cette bûche sèche sans brûler. Eh bien, quelqu'un qui aurait fait cela pendant Shabbat, quel issour a-t-il commis? Il a enfreint l'interdit de cuire pendant Shabbat. Car cette bûche de bois a cuit dans le four. Et à tel point que la Gemara demande, mais c'est pshita, quel est le chidouche? Je ne vois pas quel est le chidouche, mais c'est évident qu'il est chayav mishum bishul. Quelle différence entre bishul samemanim, la cuisson des plantes de coloration, de teinture dans le Mishkan, et le bishul du bois qu'il veut sécher. C'est extraordinaire. La définition de bishul, c'est ramollir l'aliment, ramollir l'élément qu'on est en train de cuire. La force du feu, de la chaleur, c'est d'attendrir et de ramollir l'objet qu'on voudrait cuire. Or ici, ce monsieur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut justement dessécher la bûche de bois qui était fraîche. Il veut retirer l'humidité. S'il veut retirer l'humidité, donc son but c'est justement d'affermir la bûche de bois, de la durcir. Or, la définition de Bishul, c'est ramollir. Donc, peut-être que dans ce cas-là, on aurait dit que c'est pas comme pour les samémanim. Les samémanim, dans le Mishkan, on les a bouillis pour obtenir de la teinture qui passe justement par le Bishul, qui ramollit les graines, qui ramollit les plantes. Alors ça, c'est Bishul. Tandis qu'ici, quand il a mis la bûche de bois pour qu'elle durcisse, alors peut-être que ça va dans le sens contraire du Bishul. Et donc il serait pas tôt. C'est ce qu'on aurait pu croire. C'est pour cela qu'on te dit non, Hayav Mishum Bishul. Pourquoi? Parce qu'il y a un processus. Avant de durcir, d'abord ça ramollit. Kamashmalan, des mirfa rafé, vehadar kamit. D'abord c'est rafouille, d'abord ça s'attendrit, ça ramollit par la force de la chaleur du feu et de l'humidité qui est à l'intérieur du tronc. Vehadar kamit, et ce n'est qu'après que ça va sécher, que ça va durcir. Étant donné que pour arriver au séchage de la bûche de bois, on a besoin de passer par le ramollissement, donc ça s'appelle cuisson. Encore une halakha de Bishul. Amarabba Barabuna Hayman de Artach Kufra Hayav Mishum Evachel. Celui qui fait fondre du goudron en le mettant à cuire, eh bien les Hayav Mishum Evachel. La Gemara dit Pshita, quel est le chidouche? C'est-à-dire, étant donné que plus tard le goudron va sécher de par lui-même, alors on aurait pu penser que ce n'est pas considéré comme un bichoul. Le chidouche est qu'en effet, c'est considéré bichoul. Maintenant, la Gemara va nous présenter plusieurs cas où un homme, en fabriquant un objet, il peut avoir enfreint plusieurs fois le Shabbat. Il peut effectuer plusieurs sortes de travaux en voulant fabriquer quelque chose. On va parler de quelqu'un qui fabrique un tonneau en argile,
de quelqu'un qui fabrique un four et de quelqu'un qui fabrique une caverette, une ruche d'abeilles. En fabriquant chaque élément, vous allez voir que cet homme aura besoin d'effectuer différents travaux qui sont interdits le Shabbat. Et par conséquent, si l'homme a fait cela par oubli ou par ignorance, il savait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il ne savait pas que ses actions étaient interdites, ou il a oublié. Alors dans ce cas-là, combien de korbanot il va apporter en fonction du nombre de travaux effectués. Commençons. Amarava, Hayman de'avad havita, hayav mishum sheva hataot. Celui qui fabrique une havit, un tonneau en argile, il sera hayav de plusieurs hataot. Alors les amis, je n'ai pas l'habitude de lire le Rashi entièrement avec vous, mais cette fois-ci, je vous invite à le faire. Regardez comment Rashi va nous expliquer quels sont les 7 travaux que l'homme est passible de ces 7 hataot par rapport à ces Shiva Melachot. C'est vers les petites lignes de Rashi, vers les dernières petites lignes de Rashi. Sheva hataot, tochen arigavim veshohakan hadek avetochen. Uno, il est tochen. Comment? Quand il va prendre des mottes de terre glaise, de l'argile, pour fabriquer le tonneau, alors il va moudre la terre sèche, l'argile, pour ensuite faire une pâte. Donc d'abord il est tochen aregavim veshohatan hadek. Il va les moudre et les écraser jusqu'à ce qu'on ait de l'argile fine, avec tochen. Ensuite, il va retirer les cailloux qu'il y a dedans, parce que ça va empêcher la bonne assimilation de la terre, de l'argile avec l'eau. Alors il faut retirer les cailloux. Donc c'est borer. Donc voilà déjà 2 melachot. Markidam ben napa. Ensuite, il va tamiser cette terre d'argile. Ça fait déjà donc 3 melachot. Mais raquettes. Ou megabelati dainoulash. Après, il va mettre de l'eau, il va pétrir. Quel melacha il fait? Lâche. Pétrir. Ensuite, memare hatit ksheose agolem sheyeh halak arememachek. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va lisser le tonneau. Une fois qu'il va lui donner une forme, il va lisser toute la paroi pour que ce soit joli. Donc quel melacha il fait quand il lisse? Mais mahek, comme on avait déjà vu, quelqu'un qui prend une peau, quand il va tanner la peau et qui va lisser la surface, ça s'appelle memahek, polir. Ensuite, il va allumer le four et il va affermir en cuisant le tonneau, c'est-à-dire qu'il va faire entrer le tonneau dans le four pour qu'il cuise là-dedans et qu'il devienne ferme, qu'il devienne dur. Ça s'appelle tirouf. Alors, quels sont les melachot? Il est mav'ir et mevachel. Rashi pose une question, il dit pourquoi on ne dirait pas qu'il y a aussi Hofer? Quand il a creusé la terre pour prendre de l'argile, il dit Hofer leka, des notes sarich el afara. Il n'a pas besoin du trou, il a besoin de la terre qu'il a prise. Et on a déjà vu, Hofer gumar et notes sarich el afara, patur alea. Très bien, voilà donc c'est Tanoura, Hayav Mishum Shmone Hataot. Le tanour, s'il fabrique un tanour, quel est le din? Il devra apporter 8 korban hatat pour se faire pardonner. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a rajouté comme melacha en plus de havit? Regardez la première des grandes lignes de Rashi. Delachar shetzirfo bakivshan utach alav tefela sheyehe av vechomo mitkayem vehu gmar melachto kol mideh davigmar melacha hayav mishum makeh bepatish.
Il nous dit que le tanour, c'est pas comme un tonneau en argile, où il y a juste une paroi, et c'est suffisant pour mettre dedans du vin ou de l'huile. Le tanour, c'est fait pour cuire à l'intérieur. On a besoin que la chaleur à l'intérieur soit concentrée. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va doubler la paroi du tanour en mettant un isolant de l'extérieur. À part la paroi d'argile, on rajoute de la terre à l'extérieur comme isolant pour concentrer la chaleur. Ou tahalaf tefela sheyehe av, qui soit épais, vehomo mitkayem. Veugmar melarto, c'est le finish, c'est la finition au niveau de la fabrication du tanour. Et Rashi nous dit que à chaque fois qu'on termine la fabrication d'un keli, le coup de finition, maké bepatish, comme l'artisan qui donne son dernier coup de marteau pour terminer le travail, ça s'appelle melechet maké bepatish. En effet, c'est de cela qu'il s'agit ici, et c'est pour cela qu'il sera chayav de shmoné korbanot. Rashi pose une question. Il dit pourquoi pour Havit on n'a pas dit aussi maké bepatish? Il a terminé la fabrication du Havit. Tu aurais dû dire 8 chataot. Pourquoi que 7? Rashi dit Aval gabe Havit leka mishum maké bepatish deme eleha nigmera melarto batanour. Étant donné que la Havit, c'est pas lui qui a fait une action pour terminer le travail. Il l'a mise dans le four. Il a mis la Havit dans le four. Il y a déjà eu Bichoul. Cette action de Bichoul, c'est la fin. Alors il est déjà Hayav en tant que Mevachel. Il ne peut pas être Hayav en même temps, Mishum Maké Bepatish. Par contre, au niveau du tanour, après avoir cuit le tanour, il rajoute encore un isolant. Et en rajoutant cet isolant, il fait un acte de Maké Bepatish. Très bien. Abaye va nous donner encore un cas qui est comme ça, un cas d'école, pour qu'on comprenne comment est-ce possible qu'un homme, au travers d'une seule action, il a commis 13 infractions. Pardon, 11. Amar Abaye, Hayman de Avid Halata, Hayav Ahad Esre Hataot. Celui qui fabrique une ruche d'abeilles, il est Hayav de 11 korban hatat. Veihaite les poumets, Hayav Shlosh Esre Hataot. Si en plus, il a rajouté de la couture à la fin pour terminer la fabrication de cette ruche, comme on va le voir dans quelques secondes, eh bien il peut arriver à 13 infractions et donc 13 korbanot pour se faire pardonner. Quels sont les 13 melachot? D'abord, Ketzira et Zri'a. Pourquoi? Parce qu'il va se servir de roseaux. Quand il va prendre les roseaux pour fabriquer la ruche de forme cylindrique, ces roseaux-là, quand il les coupe, en coupant le roseau, il fait deux choses. Premièrement, il est kotzer, il récolte, il cueille le roseau. Et deuxièmement, en coupant le roseau, ça permet une nouvelle pousse de roseau. Il est aussi zoréa. On a déjà vu ce yesod, hazomer vetzarich le'etzim hayav shtaim mishum kotzer ou mishum zoréa. N'est-ce pas? Donc nous voyons que cet homme-là, qui avait besoin de ces roseaux pour fabriquer la ruche, en coupant le roseau, déjà il a fait kotzer et zoréa, déjà deux melachot. Ensuite, Me'amer, quand il a entassé les roseaux dans le champ, là où il était en train de récolter, le fait d'entasser, ça s'appelle Me'amer, faire un tas. Bemakom Gidulo. La halakha est que celui qui est Me'amer, Bemakom Gidulo, Chayav, Meshum, Me'amer. Aussi, il va être Borer. Lorsqu'il va retirer tous les mauvais roseaux pour garder que les bons, ça s'appelle Borer. Encore une Melacha. Ensuite, Memachek. Il va lisser la surface des roseaux parce qu'il ne veut pas que la ruche soit rugueuse. Alors il est Chayav Mishum Memachek. Ensuite, Tohen.
les roseaux, il va pas prendre des roseaux un à côté de l'autre pour les mettre dans la ruche, parce que c'est trop lisse. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper les roseaux en 2 ou en 3, dans toute la longueur, pour avoir que des parties de roseaux. Eh bien, à ce moment-là, quand il les coupe comme ça, en morceaux, ça s'appelle tochen. Il est tochen, puisqu'on a dit que prendre un légume et le couper en petits morceaux, c'est tochen. Et si en plus il veut couper dans une taille précise, parce qu'il veut que ce soit homogène, alors il est mehater. En plus, c'est comme quelqu'un qui prend de la peau, du cuir et qui coupe les filles mida. Également, lorsqu'il va préparer le chéti, c'est-à-dire qu'ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tisser les roseaux. Il y aura des roseaux verticaux, des roseaux horizontaux, il y aura le chéti et le erev. Au moment où il va préparer le métier, où il va préparer le tout, ça s'appelle messer, quand il prépare le chéti. Ensuite, il va ourdir ce qu'on appelle oseshte batenirim, quand il prépare pour un en haut et un en bas, pour mettre les canim à leur place. Ensuite, lorsqu'il va faufiler le roseau qui rentre, du erev qui rentre dans le chéti, c'est-à-dire la trame dans la chaîne. Au début, il a installé la chaîne. Ensuite, maintenant, il va mettre la trame. Là, il est oreg. Nachon, chayav. Et après, maké bepatish. À quel moment il est chayav de maké bepatish? C'est lorsqu'il va couper les pointes des roseaux qui sont sortis à l'extérieur pour égaliser. Ça s'appelle l'action de finition. Hayam Mishum Maké Bepatish. Par contre, s'il rajoute encore Haïté les poumets, c'est-à-dire il a envie de mettre comme un genre d'ourlet au sommet de la cavérette ou en dessous de la cavérette, il veut qu'il y ait un genre de rebord bien cousu, alors il est Hayav Mishum Tofer, et à la fin de la couture, il va attacher le fil à la fin de la couture, il va faire la mlacha de kosher, à kosher, faire un nœud. Voilà comment on peut arriver à 13 melachot en faisant une seule opération. Fabriquer une ruche d'abeilles, et le bonhomme, il aura pu transgresser 13 infractions, donc 13 korbanot. Et maintenant, la Gemara continue en nous parlant de celui qui est gozez et atsemer vermé labno. Celui qui tond la laine, qu'il a blanchi, et comme on avait vu, il y avait d'autres melachot qui viennent par la suite, menapet, tsovea et tové. Et celui qui va ensuite peigner, carder la laine, la colorer, la teindre, tové, filer la laine pour en fabriquer des fils. Amarabba babachana marab yochanan, atové tsemer shalgabe behema beshabbat, chayav shalosh chataot. Chayav mishum gozez, vechayav mishum menapetz, vechayav mishum tové. C'est-à-dire, quelqu'un qui aura pris un peigne et qui aura cardé la laine sur le corps du mouton, et ensuite il a filé lui-même directement sur le corps du mouton, il a filé la laine, et ensuite il a pris sa tondeuse et il a tout rasé, et donc on avait des fils déjà tout prêts. D'après Rabbi Yochanan, il doit apporter 3 korban hatat. Gozez c'est tondre, menapetz, puisqu'il a cardé, il a peigné, et tové, puisqu'il a filé, il a fabriqué des fils, et donc il doit apporter 3 korban hatat. Rav Kahana n'est pas d'accord. Rav Kahana amar en derech gziza bekar, ve en derech menapetz bekar, ve en derech tivouy bekar. Rav Kahana dit, il est chayav de rien ce monsieur. Tout ce qu'il a fait, c'est que midera que c'est assaut, pas minatora. Pourquoi? Car ce n'est pas une manière habituelle de faire les choses. Il a fait ici béchinouille. C'est bizarre et étrange tout ce qu'il a fait ce monsieur.
Depuis quand on fait comme ça? D'abord on est gozès, ensuite on est menapetz, melaben, tové, il y a un processus normal. Lui il a renversé la vapeur, donc il a fait que des choses étranges. La règle étant que toute mélacha qui est interdite par la Torah, c'est une mélacha qui a été effectuée normalement. Si elle a été faite béchinouille, c'est un soukemi des Rabbanan. La Gemara s'étonne de cette objection. Elle dit vélo, est-ce que c'est considéré comme inhabituel? Ve'atan ya mishmei Rabbi Nechemia Shatof barizim ve'tavu barizim al matevia al gabe behema shmatevia. Il est écrit dans la Torah qu'au moment où les bénis Israël ont apporté ce qui était nécessaire, les 13 matériaux nécessaires pour la fabrication du Mishkan, et ensuite ils se sont investis dans la fabrication des pièces du Mishkan, il y avait pour les tentures, qui étaient faites avec de la laine, toutes sortes de choses qui étaient, même les begadim, tout ce qui était avec la laine, les femmes ont fabriqué de manière extraordinaire, au niveau du poil de chèvre. Donc on parle des tentures. Toutes les femmes qui étaient inspirées d'une grande intelligence ont filé le poil de chèvre sur la chèvre. Les longs poils, le crâne de la chèvre, le poil de chèvre, ils l'ont filé sur la chèvre. Shatov barizim vetavu barizim. Ils ont lavé le poil, le crâne, et ils ont fabriqué les fils. Ils ont fait du filage directement sur le corps des chèvres. Donc, al-matevia, al-gabe be'emash matevia. Ce qui veut dire que oui, c'est du filage normal. Pourquoi tu me dis que c'est anormal? Réponse, chochma yetera sha'ane. C'est pas quelque chose de classique. C'est vraiment atypique dans le sens où, là-bas, Akadosh Baruch Hu a inspiré ces femmes qui voulaient apporter leur contribution au Mishkan d'avoir une chokhma extraordinaire, de faire une chose pareille. Mais de nos jours, ce n'est pas une chose qui est usuelle, et par conséquent, c'est considéré comme shinouï si quelqu'un le ferait. Tanu Rabbanan, atolesh et akanaf, vehakotmo, vehamorto, hayav shalosh chataot. Quelqu'un qui aurait plumé un oiseau, ça veut dire qu'il lui prend la grande plume des ailes, la grande plume, quand il est encore vivant, Ve'akotmo. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé la tête de cette plume pour mettre dans les oreillers. Ve'amorto. Et ensuite, il a rasé tous les poils de plume pour mettre dans l'oreiller. Alors, Hayav Shalosh Hataot, il doit apporter 3 korban hatat. Et il s'explique. Amar Mishum Lakish, Tolesh Hayav Mishum Gozez, quand il a arraché la plume du corps de l'oiseau, eh bien il a été gozez, comme quelqu'un qui coupe, qui tond la laine du mouton. Kotem Hayav Mishum Hater, quand il a coupé la tête de la plume, eh bien il a coupé exactement la taille précise, ni plus ni moins, pour mettre dans l'oreiller. Parce que si on prend plus, alors après on arrive à la partie dure qui n'est pas bonne pour l'oreiller. Et mémaret, et ensuite lorsqu'il a rasé le canet, c'est-à-dire la barre centrale de la plume, Hayav Mishum Emachek, puisque en retirant tous les poils, il a lissé la plume, il sera Hayav de 3 korbanot. Le Ritba pose une question, il dit, je ne comprends pas, cet homme-là n'a pas d'intérêt de lisser la barre centrale, il va la jeter. C'est pas comme quelqu'un qui lisse une peau. Quand on lisse la peau, alors en effet, on veut se servir du cuir. Alors on comprend qu'il y en a un intérêt à polir et à lisser. Mais ici, il a lissé par concours de circonstances, il voulait prendre le maximum de plumes, et par voie de conséquence, la barre centrale se retrouve comme lissée, en effet. Mais ce n'était pas le but. Alors pourquoi est-ce qu'il serait chayav? C'est la question que le Ritba pose sur Rashi.
C'est la raison pour laquelle il dit que, en fait, cette plume-là, c'était pour s'en servir avec la barre elle-même, la colonne centrale, pour fabriquer des chapeaux. Ils avaient l'habitude de fabriquer des chapeaux avec la barre centrale de la plume, pas avec les poils. Et c'est comme ça que, en tissant les canines de plumes, on fabriquait des chapeaux. Pas des chapeaux de paille, des chapeaux de plumes. Donc il a besoin de lisser la plume. C'est la raison pour laquelle il serait chayav en tant que memachek. Hakosher ve'amatir. On a vu dans la Mishnah qu'il est interdit également de faire des nœuds ou de délier un nœud, de dénouer. La Gemara demande, puisque la référence est le Mishkan, où est-ce qu'on retrouve kosher dans le Mishkan? Keshira la Mishkan necha avai, amarava sheken koshrin beitedot ohalim. Eh bien parce que lorsqu'on allait fixer les pieux pour tenir le Mishkan, n'est-ce pas? Alors, il fallait faire un nœud de ces cordes-là. Comment tu voudrais que ça tienne? Les tentures, il ne fallait pas qu'elles s'envolent, donc il fallait les tenir. Pour les tenir, il fallait en effet faire des nœuds. Amar et Abaye, Haou Kosher Almenat Leatirhu, c'est-à-dire que ce Kesher-là, c'est pas Kesher chez le Kayama, puisque à chaque fois qu'ils allaient se déplacer, voyager, ils allaient en effet délier le nœud. Donc c'est pas un Kesher chez le Kayama. Étant donné qu'ils ne savaient pas pour combien de temps ils allaient rester ici, et que Akadosh Baruch Hu pouvait à tout moment leur dire de partir. Donc ils allaient délier le nœud. Donc c'est pas un Kesher chez le Kayama. Alors où est-ce qu'on retrouve un nœud qui était Kayam? Et là, Marabaye, Sheken Orge Yeriot, Shenifseka Lahem Nima Koshrimota. Qu'est-ce que ça veut dire? On faisait un nœud dans les tentures au moment où l'un des fils de la tenture s'est coupé. Alors pour pouvoir rejoindre les deux bouts, on rapprochait les deux bouts du fil et on faisait un kesher qui restait tout le temps. Amar le Rava teratz ta kosher matir maïka lemema. Ok, on a compris pour le kesher, mais c'est à quelle occasion on était matir? On déliait le nœud, puisque ce nœud-là il restait définitif. Réponse. Vechitema deimitramelet tre kitre bahade adade share had vekatar had. Si c'est parce que parfois, lorsque il y avait l'occasion que dans le même fil où il y avait deux ksharim, par exemple, il y avait un kesher ici et un kesher ici, alors il dit c'est pas joli d'avoir deux ksharim, alors on va retirer l'un des deux ksharim et on va rapprocher les deux extrémités de chaque fil et on va faire comme ça un seul kesher. Il lui a dit c'est pas possible. Hashta lifne melech basar badam en osim ken lifne melech malchei hamelachim hakadosh baruch hu osim. Ça veut dire c'est sûr que il n'y avait pas d'occasion d'en arriver là, puisque ici on parle du Mishkan qui est pour le roi des rois. Si déjà pour un roi, Bassar Madame, en chair et en sang, on fait très attention de ne pas se retrouver avec cette situation d'avoir des tentures qui ne sont pas belles, à plus forte raison qu'ils étaient très méticuleux dans la fabrication du Mishkan. Ela marava veitema Rabbi Ilai sheken tzadeh hilazon koshrin ou matirin. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsqu'on allait pêcher le chilazon, pour attraper le chilazon, il fallait des filets. Ces filets-là, ils avaient des mailles. Les mailles du filet devaient correspondre à la taille du chilazon. Alors il y a des gros chilazon, il y a des petits chilazon. En fonction de la taille de ces chilazon, on allait ajuster les mailles du filet. Donc on allait ouvrir
délier le nœud de la maille du filet et ensuite faire le kécher. Donc on avait kocher et matir et on réajustait en fonction du besoin. À quoi servait le chilazon? Vous le savez, c'était à partir du sang du chilazon qu'on allait obtenir la couleur techelet, bleu azur. Le bleu azur, c'était pétil techelet, c'était les tentures de techelet vergaman et tolarat shani, d'où on avait le techelet, c'était obtenu avec le sang du chilazon. Donc pour le capturer, il fallait des filets. Et pour les filets, il fallait des mailles. Ces mailles, il fallait les ajuster en fonction de la taille du chilazon. Alors parfois, on l'ouvrait et on allait faire un kécher pour que ce soit plus petit. Et parfois, il fallait au contraire délier pour réajuster.